Bonjour et bienvenue dans Soka, l'émission qui parle de livres, qui parle de sciences humaines. Comme je l'ai précisé lors du premier épisode, on va essayer de revenir au fil des émissions sur les philosophes, les concepts qui ont marqué notre compréhension de la société et des individus. Alors évidemment, je pose mon regard sur ces concepts et sur ces philosophes, mais il est possible que je me trompe complètement, donc n'hésitez pas à me reprendre ou à débattre de ces concepts-là dans les commentaires. Pour ce second épisode, on va s'attaquer à une idée qui est très forte, qui est passionnante et qui, vous allez voir, est très actuelle, l'idée du panoptique par Michel Foucault. Donc Michel Foucault est né le 15 octobre 1926 et il est mort le 25 juin 1984, qui va naître dans une famille de notables à Poitiers. Il va avoir une scolarité qui va être assez irrégulière dans la mesure où d'un côté, il va avoir des très bons résultats, on va dire que c'est un élève brillant, et de l'autre côté, assez dissipé finalement, et il va friser avec le redoublement plusieurs fois. Après un départ vers Paris et un court passage au lycée Henri IV, en 1946, en fait, il va intégrer l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. À ce moment-là, il va avoir des résultats plutôt bons, mais il va avoir des gros problèmes avec ses camarades, dans la mesure où il va se friter plusieurs fois avec eux. Eux vont dire que c'est un mégalomane, et en fait, il va finir par se faire détester d'absolument toute sa promotion. Un mal-être qui va l'amener à une première tentative de suicide en 1948. D'ailleurs, il dira aussi ensuite que c'est aussi son homosexualité qu'il avait du mal à gérer, qui l'a poussé vers ces extrémités-là. Comment il était vraiment épouvantablement difficile de vivre son homosexualité dans ces années-là. Enfin, et Foucault a vécu ça dans la honte, dans la faute, dans le drame, et les tentatives de suicide, de la tentative de suicide, en tout cas le médecin de l'école normale me l'a expliqué comme ça, sans vouloir me donner de détails, puisqu'il y a le secret médical, mais enfin c'est l'explication qu'il donne. Il arrive cependant à se remettre au travail, et il va passer son agrégation de philosophie en 1950. Il va échouer, ça va l'amener à une seconde tentative de suicide. Puis il arrive cette fois-ci à se remettre au boulot assez rapidement et en 1951, il parvient à obtenir l'agrégation de philosophie. Il devient dès lors professeur de psychologie à l'école normale supérieure. Et ensuite, il va enchaîner les expériences universitaires et les expériences de vie, ce qui va l'amener finalement à écrire deux œuvres majeures, à savoir dans un premier temps Les mots et les choses, qui est une réflexion sur l'utilisation des mots et des représentations au sein de notre société, et un deuxième ouvrage qui s'appelle Histoire de la folie à l'âge classique, où il revient sur la façon dont on considère et la façon dont on perçoit les fous ou ce qu'on considère comme fous dans nos sociétés. Puis arrive mai 68 et l'heure de la contestation. À ce moment-là, en fait, Michel Foucault va intégrer l'université expérimentale de Vincennes. En fait, c'est une université assez particulière dans la mesure où on fait sauter un petit peu les hiérarchies, les règles, à la manière dont finalement a essayé de le faire mai 68. Et donc en fait, c'est aussi un moment où on va dire que les profs sont à équité avec les élèves, que la parole est libre, qu'on peut dire un peu ce que l'on veut, et on n'a même pas besoin du bac pour aller dans cette université. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de concevoir l'enseignement, et ce qui plaît bien finalement à Michel Foucault, qui a un regard finalement très critique sur ce qu'est l'enseignement et ce qu'est le savoir dans nos sociétés. Que la première chose qu'on devrait apprendre, si ça a un sens d'apprendre quelque chose comme ça, c'est que le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Enfin, qu'il y a certainement une façon d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement agréable, et ça, que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela, que l'enseignement ait presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique. Moi, je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste. Peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir. Faire partie de cette université, pour Michel Foucault, ça a été très important et ça a été très marquant. C'est aussi ce qui va l'amener à s'engager de façon politique et associative. C'est à ce moment-là qu'il va former le groupe d'information sur les prisons, ou GIP. Donc le groupe d'information sur les prisons, c'est un groupe que Michel Foucault va fonder avec plusieurs de ses amis. Et en fait, c'est un groupe qui va se charger de mettre en exergue les abus et potentiellement le dysfonctionnement du monde carcéral. Et c'est à ce moment-là où Michel Foucault va mener une réflexion sur la prison et les concepts de la surveillance et de la punition dans la société française. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va reprendre l'idée du panoptique. Alors la panoptique, c'est quoi? En fait, à la base, la panoptique, c'est un modèle d'architecture carcérale qui va être inventé par Jeremy Bentham, qui est un philosophe britannique du XVIIIe siècle. En fait, le panoptique, c'est une idée d'architecture qui se base sur un concept simple, c'est-à-dire qu'on a un mirador qui va se situer au milieu de la prison,
Et toute la prison va être construite en cercle autour de ce mirador. Si bien que les gardes dans le mirador peuvent voir tous les prisonniers et toutes les cellules en même temps, et les prisonniers ne savent pas vraiment à quel moment ils sont épiés ou non. Ce qui fait qu'en fait, ils ont l'impression d'être épiés en permanence. Et ce qui, selon Jeremy Bentham, est un bon moyen de garder les prisonniers tranquilles et de les obliger à suivre les règles en permanence. Ce qui va se passer, c'est que Foucault va reprendre ce modèle d'architecture et cette idée du panoptique pour exprimer la surveillance dans notre société. Et en fait, il va dire que l'usine, que les lieux de travail en général, que l'hôpital, que l'école sont autant de tours de garde et de cellules qui vont permettre à la société d'analyser, de décrypter les individus et de les surveiller en permanence. La chose intéressante que Foucault évoque, c'est que dans nos sociétés et dans l'allégorie de la panoptique, il n'est pas nécessaire qu'en fait qu'il y ait un gardien. Il est juste nécessaire que les gens qui sont surveillés aient le sentiment qu'ils peuvent être surveillés et qu'il est possible que dans ce mirador, il y ait un gardien. Et qu'en fait, dans nos sociétés, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément obligatoire qu'il y ait un policier à chaque rue pour qu'on se comporte d'une certaine façon. C'est juste la possibilité qu'il y ait un policier ou la possibilité que les autres nous surveillent pour qu'on se tienne tranquille et finalement qu'on respecte les règles de notre société. Et en fait, cela pour deux raisons. En premier lieu, parce qu'en fait, on est contraint par des règles au sein de notre société. C'est la pause dans une usine, l'après-midi, ça dure 15 minutes, il ne faut pas mâcher le chewing-gum en classe, bref. Différentes règles qui fait que si on ne les respecte pas, on s'expose au risque d'être éjecté de ces institutions et d'être éjecté du système social dans lequel on est inclus. En second lieu, parce qu'on est tout le temps soumis à la visibilité des autres. C'est-à-dire qu'on a en nous des règles, des normes qui sont très très ancrées dans nos individualités. Et on sait très bien qu'on a tendance à objectiver, à regarder d'une façon différente quelqu'un qui ne va pas respecter les règles. Et donc en fait, l'idée du panoptique par Foucault, c'est qu'on est chacun un mirador qui va observer chacun des individus et les contraindre à se comporter d'une certaine façon. Et toutes ces individualités-là vont être finalement régies par la capacité des individus à surveiller l'autre et à lui faire respecter les normes qu'on a tout ou moins négociées au sein du social. Je veux dire, est-ce que le pouvoir de normalisation, les techniques de normalisation ne sont pas à l'heure actuelle, une sorte d'instrument général que vous trouvez un peu partout, dans l'institution scolaire, dans l'institution pénale, dans les ateliers, dans les usines, dans les administrations, comme sorte d'instrument général et généralement accepté parce que scientifique, qui va permettre de dominer et d'assujettir les individus. Là encore, l'idée n'est pas de dire que ce constat il est absolu égalitaire. On n'est pas surveillé de la même façon selon l'endroit où on travaille, selon l'activité qu'on exerce, selon, selon le cercle familial dans lequel on évolue. Cependant, en fait, le fait est qu'on est tous régis et on a tous intériorisé des normes de façon très très intense, et que chacune de ces normes va s'exercer dans le regard qu'on va porter sur l'autre. Et Foucault dit de ce fait qu'on est dans une société qu'il appelle une société disciplinaire, où chacun des individus est régi par des règles et que chacun des individus est à la fois soumis à ces règles et à la fois va porter dans son regard et dans sa façon de scruter le comportement des autres cette autorité et cette discipline. Aujourd'hui, ce concept de la panoptique est particulièrement intéressant et particulièrement actuel parce qu'il y a un élément qui est arrivé que Foucault n'a pas pu justement décrypter, c'est Internet. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. En fait, sur Internet, cette panoptique et cette vision panoramique des individus, elle est constante dans la mesure où, par exemple, Netflix va regarder nos consommations audiovisuelles, Google va regarder par Gmail notamment ce qu'on tape dans nos mails ou ce qu'on tape dans son moteur de recherche, et Amazon va nous suggérer différents achats afin de motiver d'une certaine façon nos envies. Toutefois, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, c'est-à-dire que ce n'est pas des individus isolés derrière l'ordinateur qui regardent nos moindres faits et gestes. Cependant, ce sont des algorithmes qui vont déchiffrer, qui vont essayer de comprendre nos actions et qui vont essayer d'en dégager des schémas. Et ces schémas vont permettre d'asseoir la position ou le contrôle d'Amazon, de Google ou de Netflix sur certains pans de notre fonctionnement social. Il est également à noter que la surveillance panoptique à l'ère du numérique, elle tend également à dépasser juste nos comportements derrière l'écran.
et notamment par certaines pratiques, et notamment Uber. En fait, Uber, c'est le fait de noter le chauffeur, le fait de noter le passager. C'est autant de surveillance croisée qui vont là s'exprimer encore une fois par une note et donc du coup également par un algorithme. Et donc chacune de nos actions qui vont être décryptées par l'algorithme vont être autant de surveillance qui vont être posées sur nos normes. Et en plus, la chose intéressante avec Uber, c'est qu'on note que les passagers sont notés et que les chauffeurs sont notés. Et donc voilà, est-ce qu'il nous a apporté une bouteille d'eau? Est-ce qu'il a été sympa? Est-ce qu'il a été à l'heure? Je ne sais pas. Et bien en fait, tous ces éléments-là, on va les penser avec nos normes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est être courtois, qu'est-ce qui est être ponctuel, tous ces normes-là qu'on a intériorisées. Et en fait, on va poser avec ça une note chiffrée qui va s'incorporer dans un fonctionnement. Et ce fonctionnement-là, il va être déterminant dans ce qui est une surveillance de chaque individu, une surveillance croisée de chaque individu. Voilà pourquoi le numérique nous amène encore à être plus vigilants sur la surveillance croisée qu'on exerce et sur les différents schémas que nous impose le numérique et les schémas sociaux. Pour se prémunir de cette surveillance et pour essayer de ne pas faire peser sur les autres les normes qu'on a intériorisées, en fait, il me semble qu'il y a deux mouvements à faire. Le premier mouvement, c'est d'effectuer un regard critique sur nos normes, c'est-à-dire d'où elles viennent, en quoi elles sont légitimes. Il faut également essayer de garder une distance avec le numérique. Bon, évidemment, quand on a un téléphone portable ou quand on a un ordinateur portable, c'est impossible de s'en prémunir complètement. Et simplement essayer de garder une distance avec ce numérique, avec les informations qu'on va relayer sur nous, sur ce que nous sommes en tant qu'individus, ça permet de se prémunir un petit peu, en tout cas rester assez vigilant, ça permet de se prémunir un tout petit peu de cette surveillance croisée réciproque et constante que nous impose le numérique. Pour finir, j'aimerais vous diriger vers une série et vers une lecture. Donc la série, il s'agit donc de Black Mirror, qui est une série dystopique qui va en fait traiter de différents sujets liés au numérique, liés à nos pratiques numériques et liés à ce que pourrait être finalement notre société si toutes ces logiques du numérique étaient poussées à leur paroxysme. Et notamment le premier épisode de la saison 3 reprend cette idée comme si on avait une notation à la Uber un petit peu, mais dans tous les aspects de notre vie. Et ça c'est assez intéressant dans la mesure où on voit vers quoi cela pourrait mener et c'est assez éclairant du coup, c'est assez effrayant mais c'est aussi assez éclairant sur ce que nos sociétés pourraient devenir avec ce contrôle croisé lié aux algorithmes et au numérique. En second lieu, j'aimerais vous conseiller la lecture d'un article d'Olivier Haïm que l'on peut trouver sur Percé, je crois, qui s'appelle « La télévision sous surveillance, enjeu du panoptisme dans les dispositifs de la télé-réalité », le titre est un peu long, et qui est très intéressant parce qu'il voit en quoi la télé-réalité est une forme particulière de panoptisme et en quoi le numérique pourrait finalement nous amener à considérer cette surveillance comme une surveillance légitime et naturelle. Voilà, donc c'est fini pour ce second épisode. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur l'idée du panoptique. J'aimerais également remercier Nota Bene, qui a une chaîne d'histoire qui est très cool, qui a relayé ma vidéo, la première vidéo. Donc du coup, j'aimerais également le remercier. D'ailleurs, vous êtes peut-être là grâce à lui. Dans ce cas-là, j'espère que ce contenu vous plaira également. La troisième vidéo est déjà en cours d'écriture et donc du coup, elle devrait également pas tarder à arriver. En attendant, je vous souhaite une superbe journée, soirée, nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Salut!